commencer sans plus attendre. Donc je vous rassure, on a perdu un petit peu de temps, mais je serai bref, donc tout va rentrer dans l'ordre. Rapidement, puisque je suis nouveau dans le paysage, pour situer un petit peu les choses, je succède à Monsieur Philippe Serres, que pas mal de gens dans la salle connaissent ou connaissaient très bien. Voilà, pour resituer, juste avant de commencer. Je crois qu'il y a un slide qui va nous présenter tous les deux, Xavier. Voilà, comme ça tout est dit. Donc, tout d'abord, merci à tous d'être présents ici et de représenter une assemblée très riche de ce qu'on a vu sur la liste des inscrits, puisque à peu près tous les acteurs possibles de l'écosystème autour de la rénovation et de ces problématiques sont présents dans la salle ou le seront sur scène, mais globalement on représente tous ici ensemble assez bien cet écosystème que je découvre pour ma part, mais que je commence à connaître. Alors merci également à Dunkerque de nous accueillir dans ce local qui a une histoire, puisque cette bibliothèque n'a pas toujours été une bibliothèque. Elle a fait l'objet d'une rénovation particulière et puis a été transformée, puisqu'avant c'était le musée des Beaux-Arts. Je parle sous contrôle de Monsieur Demont. Donc c'est un lieu qui illustre aussi un petit peu le propos qu'on va tenir aujourd'hui. Alors notre sujet d'aujourd'hui, il est brûlant d'actualité à plein d'égards. Évidemment, puisque c'est un sujet qui touche directement la problématique du climat. Vous savez que la décarbonation est une préoccupation majeure du moment. Ça préoccupe aussi les questions de pouvoir d'achat, puisque derrière la rénovation, il y a le confort, le mieux vivre pour les occupants, et évidemment le coût associé au chauffage. Alors le sujet est peut-être d'actualité, là je m'avance peut-être un petit peu, puisque ce soir il y aura un débat sur la loi de finances, si j'ai bien compris, dont on ne sait pas, en tout cas je ne sais pas de quelle façon il pourrait avoir un impact sur tous nos sujets, mais on sent bien que c'est pas neutre. Alors sur le domaine du chauffage, de l'énergie, etc., il y a l'énergie qu'on dépense pour se chauffer. Ça fait un peu le lien avec une réunion qu'il y avait hier sur Grande-Sainte, dans le cadre du débat public organisé par la CNDP sur la construction des EPR, puisqu'il était question, certes, de quels moyens de production, etc., mais très vite, le débat qui s'est invité aussi, c'est et quelle sobriété. Évidemment, quand on parle sobriété, la rénovation, c'est un des leviers majeurs quand on sait le poids du chauffage dans la dépense d'énergie. Alors justement, pourquoi EDF est présent et s'associe et s'intéresse à ce sujet ? EDF est évidemment un acteur majeur de l'énergie au niveau national, qui bénéficie d'une expérience importante, connaissance des usages de ses clients, connaissance de la thermosensibilité de ses clients. C'est un degré de température moyenne en plus ou en moins. C'est combien de mégawatts d'énergie consommée pour se chauffer. On le voit sous l'aspect électrique, mais on peut assez vite extrapoler sur ce que ça donne sur les autres moyens de chauffage. Et puis pourquoi on s'intéresse à ce sujet ? Il faut aussi savoir que si le groupe EDF se donne du mal à construire des moyens de production, parce que c'est pas une mince affaire, je faisais référence au débat d'hier, mais si EDF fait ça, c'est pas pour chauffer l'univers à travers des passoires thermiques, c'est pas une fin en soi, ça nous intéresse pas de prendre le sujet par ce bout-là. Donc, un certain nombre de travaux sont en cours avec des partenaires qui sont représentés ici, bailleurs, entreprises, pour travailler sur le sujet de la massification. En clair, comment fait-on pour massifier plus vite, mieux et dans des conditions économiques optimum,
que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés qui sont sollicités, il est évident que tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse au meilleur coût, sans revenir sur l'allusion que je faisais au débat de ce soir. Voilà, et puis un point important, pourquoi on est à Dunkerque aujourd'hui ? On est à Dunkerque et M. Deren en parlera et je pense que ça va revenir dans notre débat puisque Dunkerque est très engagé dans les démarches de rénovation. C'est un territoire qui est très dynamique avec une démarche qui s'appelle Éco-Habitat qui fait partie d'Éco-Gagnant et qui est pour nous l'occasion de tester et d'expérimenter des méthodes pour faire de la massification de la rénovation le plus vite possible, y compris, et c'est pas banal, avec des propriétaires occupants, ce qui est un challenge et qui évidemment demande à la collectivité de jouer un rôle majeur, mais on y reviendra. Donc on va échanger sur tous ces sujets sous format de 2 tables rondes. Une première qui sera plus orientée sur l'aspect technico-économique des choses, comment massifier, quel enjeu, quels acteurs, quelle approche économique. Et puis une deuxième, peut-être un peu plus généraliste, sur quelle synergie on peut mettre en place entre le domaine public, le domaine privé, pour avancer vite et bien, arriver à se mettre en mouvement pour que les uns entraînent les autres et vice-versa, puisque finalement, tout le monde est orienté vers le même objectif de décarbonation du chauffage et le confort de l'habitat. J'en dis pas plus et je passe la parole donc à Xavier Deren de la communauté urbaine pour nous contextualiser tout ça. Merci, Monsieur Bouvier. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous ici à la communauté urbaine. J'ai la lourde tâche d'introduire cette réunion parce que Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine, ne pouvait pas être présent et donc j'ai, comme je le disais, la lourde tâche de le représenter. Donc, vous êtes ici effectivement sur un territoire extrêmement engagé pour la transition écologique, puisqu'on est 5 étoiles dans le label de l'ADEME Territoire engagé pour la transition écologique depuis un certain nombre d'années. Avant, ça s'appelait Citergy Gold. Et on est également, on vient d'être désigné il y a quelques mois par la Commission européenne parmi les 100 villes climatiquement neutres en 2030. Donc, on est confronté à plusieurs défis, puisque, vous le savez, Dunkerque, c'est aussi un territoire industriel et portuaire. Donc, bien évidemment, la neutralité climatique en 2030 ne concerne pas le territoire industriel et portuaire, qui représente l'essentiel des émissions. Mais sur notre bassin de vie, le problème des émissions liées au logement, il est équivalent aux problèmes que rencontrent l'ensemble des agglomérations françaises, voire même un petit peu plus important qu'ailleurs, et vous verrez pourquoi. Et je dirais qu'au-delà de ce défi climatique que l'on doit relever, il faut aussi qu'on relève un autre défi, c'est qu'on est dans une période où on cherche à réindustrialiser la France, et Dunkerque est aussi un territoire qui sera le terrain de jeu de cette réindustrialisation avec l'arrivée de nombreuses entreprises qu'on appelle Gigafactory. Qui dit de nombreuses entreprises, dit une trajectoire de développement de l'emploi qui nous conduit à envisager 20 000 emplois supplémentaires directs en lien avec ce développement industriel dans les 10 années qui viennent. Qui dit des emplois supplémentaires dit des logements supplémentaires. Et donc, on a un programme de rénovation, enfin de construction de logements qui représente 12 000 logements dans les 10 années qui viennent. Donc, c'est de nombreux défis auxquels on est confronté. Comme je le disais, Dunkerque, c'est une ville qui, au sortir de la dernière guerre mondiale, pouvait disparaître. Il a été décidé de la reconstruire autour de cette sidérurgie sur l'eau, comme un port industriel. Et cette reconstruction fait que 75% de nos logements, ici sur le territoire, sont des logements qui ont été construits entre l'après-guerre et 1975, c'est-à-dire des logements qui sont dans des classes
de DPE, hein, entre E et G, donc 75% des logements entre E et G, donc le gap pour arriver à la rénovation est très important. Et je dirais que sur ces logements, on a bien sûr des logements sociaux, mais on a un parc de logements très important qui est privé, et ça représente à peu près 56 000 logements de logements privés dans notre agglomération. Donc, pour relever ce défi, le choix de Patrice Vergrit et des élus de la CUD en 2020, ça a été d'accompagner les habitants dans la transformation, dans leur changement de comportement, mais non pas en utilisant la sensibilisation, l'incitation simple, comme on peut le faire ailleurs, ou la responsabilisation. Ici, lorsque vous dites aux gens il faut changer, ils vous montrent la fumée des usines et ils vous disent quand vous aurez résolu ce problème, vous viendrez me voir, quoi, en fait. Donc l'idée de Patrice Vergrit et des élus de la CUD, ça a été vraiment d'inciter les habitants au changement, et c'est pour ça qu'il a créé le programme Éco-Gagnant, hein, qui intéresse, je dirais, qui avait été un peu initié dans le mandat précédent avec la gratuité des transports. C'était ça l'objet, hein, c'était monter dans le bus, ça ne coûte rien d'essayer. Et maintenant, on a augmenté notre fréquentation de notre réseau de bus de manière spectaculaire, hein, plus de 2 fois le nombre d'occupants par rapport à avant la gratuité. Eh bien, l'idée, c'est de faire la même chose dans les autres domaines, et en particulier dans le domaine de l'habitat avec notre dispositif Éco-Habitat, qui consiste à accompagner les habitants dans l'imbroglio que ça peut être de rénover les logements. On sait tous que c'est complexe. Les dispositifs d'aide sont complexes, ils changent souvent. Je regarde nos conseillers ici sur le territoire qui s'arrachent parfois les cheveux. Moi, je n'ai pas l'occasion de me les arracher, je les ai tous perdus, mais eux s'arrachent les cheveux à essayer de trouver les bonnes solutions pour accompagner les habitants. Donc on accompagne les habitants depuis le début, c'est-à-dire l'audit, hein, le diagnostic initial des logements, jusqu'à l'après-travaux, hein, pour éviter les effets rebonds. Donc c'est dans cette démarche qu'on est engagé avec tous les partenaires de la rénovation du logement. Bien sûr, ce sont les auditeurs, ce sont les maîtres d'œuvre, hein, qui construisent les programmes de travaux, ce sont les artisans locaux qui vont faire les travaux. C'est aussi Hauts-de-France Passe Rénovation, le service public d'efficacité énergétique de la région, qui est un partenaire privilégié, hein, dans notre opération. Et on souhaite vraiment la massification du logement. Alors, pour vous montrer la trajectoire sur laquelle on est en termes de rénovation, en 2021-22, quand on a commencé ce programme, on était à une vingtaine, puis une quarantaine de logements. Aujourd'hui, on a doublé notre nombre de logements. On est à plus de 80 rénovations l'année dernière. Ça représente plus de 300 000 € d'aide directe de la CUD, hein, qui s'ajoute aux aides de l'ensemble des dispositifs MaPrimeRénov' et des aides de l'État. Et donc, c'est sur cette trajectoire qu'on est, mais il faut qu'on aille plus loin parce que, comme je l'ai dit, le défi est grand, et si on veut atteindre nos objectifs pour 2030, eh ben, il faut qu'on s'engage. Donc ça représente beaucoup de complexité que je vais laisser évoquer dans les tables rondes que vous allez écouter. Et je vous remercie de votre attention et d'être venu ici à Dunkerque. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Fontan, je suis le responsable de la régulation. Il faudrait peut-être que je trouve un. Hop. Est-ce que ça marche ?
Voilà. Donc nous allons entamer cette première table ronde. Je m'appelle Frédéric Fontan. Je suis le responsable de la régulation de la branche commerce de EDF, du groupe EDF. Et je serai entouré d'un panel de choix pour cette première table ronde qui, comme l'a dit Monsieur Bouvier, sera plutôt focalisé sur les aspects techniques et économiques. Donc je vous demande d'accueillir Monsieur Baudry du groupe Intuis, Monsieur Demand de la CUD, Claude Montméjean de Eden, Antoine Simon de Synertiel, Éric Plantive de Easy, et enfin, Madame Morcrette du service public de l'efficacité énergétique. J'oubliais naturellement de parler de notre grand témoin, Madame Béatrice Oxan, que je remercie d'être présente, qui revêt un triple intérêt pour nous, puisque Madame Oxan est la présidente de l'association Habiter 2030, qui a beaucoup œuvré et qui continue d'œuvrer beaucoup au sein du Dunkerquois pour la rénovation énergétique. Mais c'est aussi l'ancienne présidente de l'Ordre des architectes, et donc c'est sa vision un peu professionnelle que nous accueillerons tout au long de cette table ronde. Et enfin, c'est pour sa relation avec le milieu académique, puisque Habiter 2030 travaille beaucoup avec les écoles d'ingénieurs, les élèves architectes, que nous aurons aussi intérêt à prendre un peu vos commentaires par rapport à tout ça. Donc d'ores et déjà, merci d'être là, et puis n'hésitez pas à intervenir au long de cette table ronde. Alors je vais rebondir directement, sans plus attendre, sur ce qu'a dit monsieur Deren, et je vais me tourner vers monsieur Demand. Effectivement, Dunkerque est connu pour être vraiment au summum de ce qui se fait en matière de rénovation énergétique. Votre originalité, c'est un accompagnement qui est très très complet. Donc, sans plus attendre, je voudrais que vous me racontiez un petit peu, Monsieur Demand, comment vous accompagnez les clients dans ces process de rénovation énergétique. Ça marche pas, vous voulez le mien ? Oui, bonjour déjà tout le monde. Alors, oui, sur Dunkerque, bon, je vais commencer un peu par le départ. C'est qu'à Dunkerque, ça fait quand même plus de 20 ans que nous avons un bureau qui accueille justement les Dunkerquois et les gens du périmètre communautaire pour donner des infos, justement, des infos énergie, comment bien faire les travaux, comment bien les initier, pas faire d'erreurs et quoi que ce soit. Surtout, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Dunkerque, je crois qu'on a beaucoup de personnes qui viennent taper à notre porte tous les jours pour justement avancer dans leurs travaux. C'est vrai qu'à l'arrivée de M. Vergrit, il y a eu un grand changement, parce qu'avant, on faisait un petit peu des primes, comme on disait, aux monotravaux, on donnait des petites subventions complémentaires. À l'arrivée de M. Vergrit, il a dit « on arrête tout ça, maintenant, on va partir sur de la rénovation globale ». Moi, Christophe, qui me disait « Christophe, maintenant, tu vas passer du temps avec les gens, tu vas prendre du temps avec les gens et bien leur expliquer comment il faut faire ». Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec les gens. Ça, on ne regarde pas. Il faut que les gens, quand ils ont fini leurs travaux, ils ont des bons résultats. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un système qui était déjà, premier rapport, on reçoit les gens dans notre bureau et on fait un point un petit peu déjà de ce qui a été fait, ce qu'il y a à faire, l'état de la maison, l'état du chauffage. On fait un petit point de ça. Et de là, on leur propose de faire un audit. Justement, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire une bonne rénovation, on doit savoir la base de l'état de la maison énergétiquement et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a 2 auditeurs, on a un bureau d'études et un architecte qui font des audits. Une fois qu'on a fait ces audits, on rappelle les gens et on fait une table ronde justement avec les auditeurs, avec moi-même,
et le particulier qui fait justement cette demande. Et là, on lit ligne par ligne de cet audit. On ne jette pas l'audit comme ça dans la boîte aux lettres ou dans la boîte mail, hein. On lit vraiment l'audit ensemble et on leur marque bien, on fait bien des remarques. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'il faut respecter pour le chauffage? Qu'est-ce qu'il faut respecter pour l'isolation de la toiture? Tout ça, on les accompagne jusqu'au bout pour bien leur expliquer. Et en même temps, on leur explique aussi les gains qu'ils peuvent faire énergétiquement et les aides qu'ils peuvent bénéficier justement s'ils s'engagent à faire ces travaux. L'avantage, c'est que justement, quand ils s'engagent, il faut savoir qu'un audit, ça coûte à peu près 1 200 €. Ces 1 200 €, ils sont pris en charge par la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, déjà là, les gens, ils n'ont pas trop de frais à avancer. Quand je regarde autour de moi, malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Nous, on a de la chance et quand les gens ils s'engagent, on rembourse bien les 1 200 €. Après ça, on les laisse un petit peu réfléchir et c'est là qu'on a de la chance. Et nous, à la communauté urbaine de Dunkerque, c'est on va dire un petit contrat qu'on a fait avec le SPE. C'est qu'on a demandé d'avoir justement quelqu'un dans nos locaux pour les accompagner, qui est on va dire, de la remise de l'audit jusqu'à la fin des travaux, qui est le SPE. Hein. Et donc, eux, ils refont une lecture de l'audit avec les gens. Ils choisissent la version la plus simple ou monter même jusqu'en BBC pour arriver avec des bons résultats. Et là, je crois que je vais laisser plus On en parlera avec Madame Morquette qui va expliquer sa fonction. Alors justement, quels sont les enseignements que vous tirez de cet accompagnement de ces clients? Comment ça se passe? Quel est le taux d'acceptation? Enfin, racontez-nous un petit peu comment ça marche. Le retour, il est positif parce que les gens voient bien quand ils ont terminé déjà, ils ont des travaux qui ont été bien exécutés. Ils ont aussi des retours, on va dire, énergétiquement, parce qu'on a quand même des résultats avec on va dire, des factures énergétiques divisées par 2. Donc, car on part souvent, c'est des grosses rénovations globales. C'est très rare qu'on va à la limite d'y arriver. On va souvent sur des grosses rénovations. Parce que M. Deren disait que effectivement, vous avez un parc de logements qui est quand même plutôt sur des étiquettes DPE, DPE, Oui, c'est ça qui est difficile, justement, parce qu'on a quand même beaucoup de passoires énergétiques. Et là, il faut vraiment faire des grosses rénovations. Et je dirais, le petit souci, par contre, qu'on rencontre quand on a des anciens bâtiments comme ça, c'est quand on veut faire de l'ITE, l'isolation par l'extérieur, on est un petit peu coincé avec, justement, les bâtiments de France, que là, ils n'acceptent pas toujours. Mais on doit faire avec, ça c'est notre travail, on doit faire avec. Mais souvent, on y arrive quand même. C'est une des difficultés. Alors je vais me tourner maintenant vers Madame Morquette. Donc vous êtes la représentante du service public de l'efficacité énergétique. Donc vous avez un double rôle, si je ne m'abuse. Un premier rôle qui serait un rôle d'accompagnateur. Donc vous allez un peu nous raconter ce que vous faites par rapport à tout ça. Et puis vous avez également un rôle de tiers financement. Ça a l'air bien compliqué. Vous allez également nous expliquer ce que c'est. Alors tout d'abord, accompagnateur, ça consiste en quoi? Vous récupérez l'audit qui a été fait par les équipes de Monsieur Deman et comment ça se passe? Alors, avant de vous parler de comment on fait nous, peut-être faire un petit panel de l'accompagnement aujourd'hui. Donc, il y a effectivement tout le travail des espaces conseils, des guichets uniques, des guichets tels que celui que Christophe a évoqué à Dunkerque, qui est très important, effectivement, pour initier la demande, pour amener les gens à faire des travaux. Ensuite, aujourd'hui, il y a différents niveaux d'accompagnement. Donc, il y a l'accompagnement. Alors, on a une opération programmée sur Dunkerque. Il y a beaucoup d'opérations programmées dans les territoires où la collectivité met à disposition des ménages un accompagnateur qui va leur permettre de relire leur devis et puis avoir quelques clés pour suivre leur programme de travaux et puis faire une réception. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est aujourd'hui, depuis le 1er janvier, donc mon accompagnateur Rénov, qui est devenu obligatoire pour aller chercher les aides justement les plus importantes à la rénovation d'ampleur. Alors on dit d'ampleur maintenant, il faut qu'on arrête les débats sur est-ce que c'est de la rénovation globale, performante. On dit d'ampleur, en tout cas au moins 2 sauts de classe énergétique.
Cet accompagnement-là, de la même manière, c'est un accompagnement plutôt léger, sans forcément de visite pendant les travaux, où mon accompagnateur Rénov va accompagner le ménage à lire ses devis, à choisir ses entreprises, et puis lui donner des clés, des conseils pour suivre et organiser comme il le peut avec les entreprises. L'accompagnement que nous, on a mis en place depuis maintenant 10 ans avec la région, c'est un accompagnement plus important qui va nous permettre en fait de prendre la maîtrise d'ouvrage. Donc on se met en tant que maître d'ouvrage délégué, ce qui va permettre en fait pour le compte du ménage de faire une consultation, de la présenter au ménage pour qu'ils puissent choisir leurs entreprises et puis ensuite de suivre le chantier. Donc on va vraiment se déplacer sur le chantier pour aller vérifier qu'effectivement les travaux sont bien réalisés et s'il y a besoin de corriger, ça arrive parfois, on va les accompagner aussi pour ça. Et on va jusqu'à la réception. Et puis ensuite, après la réception, on reste pendant 3 ans. On va aller analyser les factures, prendre des nouvelles du confort dans la maison, de la manière dont ils utilisent, leur faire des rappels sur les usages également pour réussir effectivement à avoir quelque chose qui soit performant. Donc on va un petit peu plus loin que mon accompagnateur Rénov. Et c'est ce qui permet vraiment de maîtriser et en tout cas d'avoir des économies d'énergie qui sont les plus fiables possibles puisqu'on les estime en début de projet. Christophe l'a dit, c'est important que le ménage il sache en début de projet grâce à l'audit quel va être son coût, quelles vont être les économies d'énergie réalisables. On essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus justement estimées au début pour et qu'elles soient fiables surtout à la fin. Alors justement, ce positionnement que vous avez un peu à toutes les étapes, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné de thrombose, parce qu'on vous demande beaucoup? J'imagine qu'il y a beaucoup de rénovations. Vous êtes suffisamment nombreux? Comment ça marche? Alors, la première chose, c'est que on ne travaille pas tout seul. À la régie, on est une régie de service public, on est un petit établissement public, on est 30, mais on fait appel à beaucoup d'opérateurs. Donc, les opérateurs des opérations programmées, alors il y a Urbanis qui est l'opérateur de la communauté de Dunkerque dans la salle et notre partenaire. Donc, on essaye d'avoir le plus de partenaires possible pour avancer. Bien sûr, on n'est jamais assez nombreux. Tout le monde manque de bras aujourd'hui dans la rénovation, avec le souffle qu'ont donné les nouvelles aides. Et on sait qu'on est contraint en bras. Mais c'est pas grave, il faut massifier, donc il faut qu'on fasse des efforts pour y arriver. Mais effectivement, ça va pas se faire en une marche. C'est plutôt une pente un peu pas suffisamment raide, mais c'est une pente. Je voulais quand même continuer sur le tiers financement, puisque finalement... J'allais rebondir là-dessus, parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est un peu une question de reste à charge, c'est-à-dire qu'en fait, des rénovations, que ce soit en monogeste ou en rénovation d'ampleur, même s'il y a des aides qui sont proposées par l'État, par la région, etc., il reste quand même, en fonction des foyers, une certaine somme à payer, et somme qui peut être rapidement importante. Et donc, vous avez une démarche, là aussi, originale, puisque vous êtes tiers financeur. Racontez-nous comment ça marche et comment vous arrivez à financer ça. Alors, déjà, la première chose que je voudrais compléter, c'est que effectivement, tout ce qu'on met en place pour le suivi de chantier, pour atteindre les économies d'énergie, c'est justement parce qu'on est tiers financeur, parce que nous allons avancer la totalité du montant des travaux aux particuliers. Et on se fie aux économies d'énergie pour rembourser une partie du reste à charge. Et donc, on a besoin de fiabiliser ces économies d'énergie pour justement être en moindre risque financier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, donc le tiers financement, c'est lié à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, pour le compte du ménage, on va contractualiser avec les entreprises, les payer, sans attendre les retours de subventions ou autres. Donc on fait vraiment une avance complète. Et le ménage va nous désigner mandataire pour l'ensemble des aides qu'on va percevoir parfois avec des avances, parfois longtemps après la fin des travaux. Et puis on va pouvoir mettre en place un prêt de tiers financement. Donc aujourd'hui on distribue l'éco-PTZ, qui est le plus avantageux pour les ménages. L'éco-prêt à taux zéro qui vous permet justement de négocier avec des organismes financiers, d'avoir un concours de l'État qui reprend en fait
la Alors, valeur du remboursement des intérêts qui existeraient sinon par c'est une ça, banque. tout à fait. Alors, l'éco-PTZ, donc on le distribue directement, et effectivement, les intérêts, l'équivalent des intérêts, parce que nous, on emprunte, on a service public, on n'a pas des fonds qui sont inépuisables, donc on emprunte auprès de la Banque européenne d'investissement, donc notre argent a un coût, et l'État nous reverse, enfin nous compense notre coût d'intérêt par un crédit d'impôt, effectivement, et c'est comme ça que les organismes financiers, quels qu'ils soient, peuvent distribuer l'éco-PTZ aujourd'hui. Cet éco-PTZ, nous, on fait souvent un éco-PTZ sur 20 ans, donc il permet de financer 50 000 € maximum. En général, c'est suffisant pour financer les restes à charge des ménages. Quelques chiffres. Aujourd'hui, une rénovation moyenne sur l'ensemble de nos projets en 2024, avec les nouvelles aides, on arrive à faire des rénovations autour de 70 000 – 75 000 €. C'est très conséquent. C'est-à-dire qu'on a vraiment réussi avec ces aides à faire des travaux d'ampleur, parce qu'on fait toujours, on arrive toujours à passer au moins 3 classes énergétiques en moyenne. Il y a, en fonction des ressources, des aides qui sont conséquentes. Et pour les très modestes, on a des aides qui vont jusqu'à 63 000 €, hors aide de la CUD. Donc sur la CUD, c'est encore plus. Ça veut dire que les restes à charge pour les ménages sont très petits. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi, de ce fait, ont-ils besoin de tiers financeurs, puisque des fois, il y a même des restes à charge qui sont nuls sur Dunkerque. On a des dossiers qui sont complètement accompagnés. En fait, si c'est nécessaire, parce que pour démarrer un projet, il faut des fonds. Et souvent, quand on est très modeste, on n'a pas de fonds, on ne peut pas avancer le montant des travaux. Et attendre de percevoir les avances de subventions, c'est parfois trop long, et ça crée de l'incertitude, à la fois pour les ménages, mais aussi pour les entreprises, qui ne peuvent pas faire des devis à un moment et attendre trop longtemps de pouvoir démarrer leurs travaux. Et alors, à titre d'exemple, quel est le volume de rénovation que vous avez géré ces dernières années ? Alors, donc ça fait 10 ans, je vous le disais, qu'on a été créé. On a accompagné, on doit être à peu près aujourd'hui à 1700 logements sur l'ensemble de la région, en maison individuelle. Et on a dans notre portefeuille un peu plus de 6000 logements en copropriété. On a atteint un rythme qui est entre 300 et 400 logements individuels par an, et puis 1500, 2000 logements collectifs. Alors, à l'échelle de la région, ça paraît peu. Mais les investissements nécessaires pour faire tous ces travaux sont assez conséquents. Et notre cheval de bataille, c'est pas de gérer la totalité, bien sûr, des travaux de la région, c'est d'en faire une petite partie, de montrer aux entreprises que c'est possible de faire des travaux conséquents, y compris chez des ménages très modestes, donc quels que soient les revenus, de les rassurer, de les faire monter tous en compétences et de vraiment porter cette rénovation d'ampleur pour que ça se multiplie un peu partout, quels que soient les acteurs. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc on a vu qu'il y a finalement au départ un aiguillonnage qui est donné par la communauté urbaine, il y a ensuite un accompagnement qui est fait par l'accompagnateur, il y a ensuite une question de tiers financement pour résoudre des travaux. Et donc on en vient maintenant aux entreprises. Et donc je vais me tourner vers Monsieur Plantive, qui est le directeur général du groupe Easy. Alors Easy, c'est une filiale d'EDF. Alors tout à l'heure, Pierre Bouvier expliquait que dans la raison d'être d'EDF, il y a justement cette nécessité de construire un avenir neutre en CO2. Mais quand même, malgré tout, est-ce qu'on n'est pas un peu loin de nos bases, hein, et que fait exactement Easy ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, Easy by EDF, c'est une marque d'EDF, effectivement, qui a été créée il y a 6 ans pour proposer des services à l'habitat, donc de décarbonation, donc rénovation énergétique et recharge à domicile, hein, pour les véhicules électriques. On a une activité qui est aujourd'hui majoritairement sur du monolo, hein, donc remplacement des chaudières par des pompes à chaleur, installation des bornes de recharge, isolation thermique par l'extérieur, isolation des comblés planchers, menuiserie, voilà. Donc en fait, tous ces gestes de la rénovation énergétique sont aujourd'hui des marchés en tant que tels, qui sont organisés.
et avec des écosystèmes de concurrentiels. Voilà. Et donc ça, c'est le monde qu'on connaît, le monde du monolo, et qui est aujourd'hui le gros du marché. Et puis, nous avons construit une offre de rénovation énergétique globale, donc depuis maintenant 3 ans. Et nous commercialisons cette offre de rénovation d'ampleur depuis conforme à la réglementation qui a été mise en place en janvier 2024, donc depuis janvier 2024. Et c'est intéressant parce que du coup, on voit aussi des gens qui viennent nous voir pour du monolo et puis qui finalement, en discutant un peu, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un besoin un peu plus large. D'autres qui arrivent avec un projet très précis, qui sont dans l'urgence. D'autres qui finalement, en faisant un peu le diagnostic énergétique, vont vers un projet plus global. Enfin voilà, donc on a un peu, on voit tout ça et on voit une montée des demandes de rénovation globale. On le voit, ça. En particulier sur les gens qui viennent pour faire de l'isolation thermique par l'extérieur. Il y en a la moitié en ce moment qui termine par une offre, par une rénovation énergétique d'ampleur. Voilà, donc c'est ce que l'on fait concrètement sur la partie. Donc EasyBioDef est un contractant général, donc on est une entreprise qui porte le devis, qui fournit le matériel, qui a l'assurance décennale, qui a la responsabilité complète des travaux, qui fait donc l'audit énergétique, et puis ensuite qui propose les devis, qui déduit les aides du devis. Nous sommes mandataires administratifs et financiers de l'ANA, et également nous gérons les certificats d'économie d'énergie. Donc nous proposons un devis. L'ANA qui est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et qui est l'opérateur de MaPrimeRénov'. Donc nous proposons un devis, un peu comme ce que vous faites, avec le reste à payer. Et nous avons un partenaire financier qui s'appelle Domo Finance, qui nous permet de proposer de l'éco-PTZ de MaPrimeRénov' ou du prêt à taux zéro pour le reste à charge. Donc voilà, nous faisons cette offre vraiment complète. Et dans le cas des travaux de rénovation énergétique multilots, nous avons des conducteurs travaux qui suivent et qui coordonnent les chantiers, puisqu'il y a, je pense que les gens qui sont autour de moi le savent très bien, il y a des interfaces techniques, il y a un ordre des travaux à respecter, il y a des dimensionnements qui sont interdépendants entre les lots techniques. Voilà, donc nos partenaires sont des installateurs, artisans, sont des sous-traitants que nous sélectionnons, que nous animons. Donc nous avons la certification RGE Réno Global, et eux sont qualifiés en fonction RGE, en fonction de leur geste technique. Voilà, ce qui nous permet de maîtriser, je dirais, l'expérience client complètement. Et puis évidemment ensuite il y a, donc je le disais, en cas d'aléa, parce qu'il peut y avoir des aléas dans les travaux, voilà, il peut y avoir des aléas, eh bien on a un service client, une assurance décennale, et on accompagne dans la durée, voilà. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est donc une montée en puissance de ces demandes-là, mais qui reste quand même relativement faible en volume par rapport au marché du monolo. Et donc, on reviendra peut-être sur ce sujet monolo multilo plus tard, mais voilà, on a vécu des choses en 2024 absolument voilà, très 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 complexes et très compliquées. Et donc, nous, on a vécu ça sur le front, et donc on pourra peut-être en parler. Justement, je voulais un peu rebondir là-dessus, parce qu'il n'est pas nécessaire d'opposer le monolo et le multilo. On a vu récemment à Batimat qu'un certain nombre d'acteurs ont montré que la rénovation d'ampleur se développait alors même que le monolo a repris. Et puis on a vu en même temps qu'il y avait eu des tergiversations diverses de l'État qui voulait reposer plutôt la rénovation d'ampleur, et qui s'est rendu compte que par écroulement du marché, il fallait repositionner des ajustements ou des assouplissements de MaPrimeRénov' pour faire en sorte qu'on puisse faire perdurer le monolo. Alors, est-ce que c'est la guerre entre le monolo et la rénovation d'ampleur? Comment ça se passe? Je peux vous donner mon point de vue qui est basé sur ce qu'on a vécu. Donc, on vendait à peu près et réalisait à peu près une centaine de projets d'isolation thermique par l'extérieur par mois au T4 2023, donc en octobre, novembre, décembre. Avec la refonte des aides, on est passé à 7 par mois.
Et certes, on a commencé, puisqu'on s'était préparé, à proposer des projets de rénovation d'ampleur, mais qui ont des constantes de temps. Je serais intéressé de partager avec vous là-dessus, hein, sur les constantes de temps de ces projets-là, mais qui ont des constantes de temps extrêmement longues et qui sont nécessaires, parce que ce sont des grands projets. C'est vraiment des grands projets qui nécessitent la coordination des lots, la gestion des aides, etc. Donc en fait, la difficulté, c'est bon de donner plus d'aide pour la réno globale. En revanche, le faire de manière complètement exclusive en supprimant les aides au monolo, ça conduit à un effondrement du marché qui est mécanique. Inversement, pourquoi ? Parce que d'abord, les particuliers comprennent qu'il n'y a plus d'aide. Il y a vraiment une grande difficulté à faire comprendre les subtilités de la refonte au grand public. C'est très complexe. Et surtout, les artisans, la filière, nos partenaires. Nous, on a vu dans notre réseau de 1200 partenaires, on a vu des dépôts de bilan, on a vu en fait, ils sont nourris par le monolo. Si on veut des forces vives pour faire de la rénovation énergétique d'ampleur, il faut conserver le monolo. Il faut être donc plutôt en mode incitatif, sensibilisation. Tout ce que vous faites contribue à sensibiliser les agences France Rénov, les accompagnateurs Rénov, etc. Tout ça finalement permet le déploiement de la Réno globale. Mais voilà, l'idée selon laquelle, le pari selon lequel il y aura les vases communicants instantanément, en fait, ne marche pas. Et nous, on l'a vécu de plein fouet. Pour faire de la rénovation énergétique d'ampleur, il faut avoir une filière. Déjà, avant la refonte des aides, on se disait qu'il faut créer 200 000 emplois, etc., pour y arriver. Mais en fait, là, on est en train de creuser. La filière. Et c'est plus de 100 000, c'est 250 000. Voilà. Donc, il y a vraiment donc nous avons accueilli très positivement la simplification, qui nous a permis de revenir finalement sur les volumes qu'on avait auparavant, et qui, dans le même temps, et c'est là qu'on a découvert que finalement, il y avait de plus en plus de projets qui se convertissaient en rénovation énergétique d'ampleur. Donc voilà, c'est d'un point de vue économique et d'un point de vue filière, d'un point de vue aussi client, on a plutôt intérêt à amener les deux de front que d'opposer les deux. Et on a vraiment vécu en grandeur réelle. Et ça a été... voilà, enfin, tout le monde a en tête le chiffre, 85% de demandes MaPrimeRénov', une baisse de 85% en janvier, une baisse de 85% en février. Enfin, voilà, oui. Alors, oui, vous vouliez dire quelque chose ? Je voudrais juste contrebalancer un petit peu. Alors oui, il y a eu des baisses, mais c'est normal. Les systèmes n'étaient pas prêts, on ne pouvait pas déposer d'aide, donc forcément, il y a eu des baisses. Je comprends tout à fait, et je ne vais pas dire qu'il faut arrêter le monolo. C'est de toute façon un marché qui ne disparaîtra jamais. Effectivement, c'est le cœur du marché, et ça fait des années et des années. Il y a quand même des monolos qu'il faut éviter. Absolument. Et ça, il faut vraiment l'entendre, parce que ça n'a pas de sens d'aller poser une PAC sur une maison non isolée. Alors, ça peut avoir du sens, mais ça peut aussi créer des défauts parfois de faire un lot sans faire le lot d'à côté. Donc, il faut quand même faire attention. On sait que c'est un grand projet. C'est ça. C'est vraiment un grand projet, vous l'avez dit. Ce sont des grands projets, mais on a un grand projet qui est 2050. Alors justement, on va en profiter pour demander à un autre acteur qui est un autre représentant d'un autre réseau également prestigieux, Synertiel. Synertiel, d'abord racontez-nous ce qu'est Synertiel, parce que vous représentez un réseau, Monsieur Simon, qui est très très important. Comment on fait pour rentrer dans Synertiel ? Qui sont les artisans qui travaillent dans Synertiel ? Et comment vous bossez ? Racontez-nous un peu. Alors, oui, ça fait beaucoup de questions. Bonjour à tous. Donc, Synertiel, on est un réseau d'entreprises qui est de 2200 entreprises au niveau national, dont 70 dans les Hauts-de-France, très peu sur la région de Dunkerque. Alors, c'est à mon grand dam aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub. Si vous connaissez des artisans dans la région, n'hésitez pas à nous les adresser. Donc, nous, c'est des entreprises qui vont être spécialisées dans la rénovation énergétique.
Et on a deux grosses spécificités pour ce réseau. La première, donc, c'est qu'on a EDF qui est actionnaire à hauteur de 10%, mais le reste de l'actionnariat vient de 1400 entreprises qui sont adhérentes de Synertiel. Donc nous, les adhérents sont vraiment intégrés à la gouvernance. Vous avez 4 administrateurs qui sont au conseil d'administration. Le président est élu parmi les adhérents. Vous avez un administrateur national qui est dans la région, qui est vers Arras, qui s'appelle Patrick Delahaye, qui a une entreprise de menuiserie domotique et qui est très avancé sur tout ce qui est MaPrimeAdapt pour adapter les maisons au handicap. L'autre spécificité, c'est qu'on est un réseau comment dire, qui est où on va vraiment pousser et aider les entrepreneurs à développer leur business. Et ça de deux façons. La première, c'est grâce, alors un peu comme Easy, grâce à l'accompagnement qu'on peut faire sur les primes C2E et MaPrimeAdapt. Et donc on les aide sur ces dossiers-là via notamment la mise en place d'applications où ils peuvent suivre leur dossier et également via Domofinance qui fait des prêts à taux zéro. Mais aussi en avançant les primes, donc on paye toujours en avance les primes C2E ou MaPrimeAdapt ou MaPrimeRénov dans les 15 jours. Donc c'est vraiment un point fort pour les adhérents du réseau. L'autre spécificité quand même, c'est qu'on a une très grosse sélection à l'entrée du réseau des entreprises. Donc réseau d'excellence. Réseau d'excellence de qualité. On va accepter des entreprises qui ont 2-3 ans d'expérience, qui ont été checkées financièrement par Domofinance, où on fait aussi une vérification en termes de qualité de travaux. C'est souvent par cooptation que les entreprises rentrent dans le réseau. Donc voilà, nous, on insiste vraiment sur ce côté qualité et qui nous paraît essentiel, surtout aujourd'hui quand on voit tout le battage médiatique qu'il peut y avoir autour des arnaques, autour de ces rénovations énergétiques. Et donc, par rapport à ce que disait Monsieur Plantive, quel est votre sentiment sur les monolos comment ça se passe chez vous? J'imagine que vous avez des artisans qui sont quand même plutôt spécialisés. Vous avez aussi des entreprises générales. Comment ça marche? Alors aujourd'hui, on a 60% de nos adhérents qui sont spécialisés sur la rénovation énergétique. On doit avoir 800 chauffagistes, climaticiens, poseurs de pompes à chaleur, 200 menuisiers, une centaine de poseurs d'isolation par l'intérieur ou l'extérieur et une centaine d'installateurs de bornes IRVE. Donc on a vraiment tous les métiers de la rénovation énergétique. Et en plus, on va avoir des métiers qui sont ce qu'on appelle nous les métiers du confort, donc des peintres, maçons, etc. Très clairement, nous aussi, on est un peu sur la même position qu'Easy, parce que le début de l'année a été très difficile pour nos artisans. On est à peu près sur moins 50% au niveau des pompes à chaleur. Au niveau de leur trésorerie, il y en a 22% qui ont vraiment souffert depuis le début de l'année, notamment parce qu'on a des problèmes avec MaPrimeRénov au niveau de l'ANA, où il y a des paiements. On a, nous, sur les primes qu'on fait, il y en a 2/3 qui mettent plus de 90 jours à être payés. Donc c'est extrêmement problématique. Donc ça crée des contraintes sur les trésoreries des entreprises, hein, et donc ça les met en difficulté dans un contexte où le secteur est quand même un peu... Un déclinant. Non, très clairement, aujourd'hui, je crois la rénovation sur le premier semestre, on était à 0,8% en croissance, alors qu'après, les années après Covid, on était plutôt sur les 4% de croissance. Donc voilà, donc le seul point positif qui nous est remonté de nos adhérents, c'est qu'au niveau des recrutements, ils ont moins de problématiques parce qu'ils ont moins besoin de recruter, parce qu'ils ont moins de chantiers, mais ce qui est un faux problème aujourd'hui. Oui, alors c'est peut-être éventuellement un faux problème aujourd'hui, mais demain, si on veut satisfaire aux chiffres et pour 2050 et pour 2035, on va se retrouver quand même en but à une difficulté non négligeable.
Non, très clairement, si on continue dans cette veine-là, on va avoir un problème parce que beaucoup d'entreprises vont s'orienter, et nous on le voit, hein, ils s'orientent alors d'abord sur le photovoltaïque, hein, ça a complètement explosé chez nos adhérents depuis 2 ans. Beaucoup sont passés des pompes à chaleur ou de l'isolation au photovoltaïque. On doit avoir plus de 400 adhérents qui font du photovoltaïque aujourd'hui. Alors on est toujours sur de la rénovation, mais plus ou moins. Donc c'est une vraie problématique. Du coup, on perd des compétences sur la pompe à chaleur ou les autres travaux de rénovation, très clairement. Et si on n'a plus les compétences sur ces types de travaux et sur ces compétences techniques, on ne pourra pas faire toutes les rénovations qu'on veut faire d'ici 2030-2050. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je vais me tourner maintenant vers Monsieur Baudry. Après les installateurs, après les entreprises générales, etc., on continue de travailler en profondeur dans notre monographie industrielle. Donc vous êtes le représentant de la société Intuis. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites, hein, et quels sont vous êtes donc un fabricant de produits. Quels sont les produits que vous proposez, Monsieur Baudry, aux entreprises et par suite à nos clients qui font des rénovations? Bonjour à toutes et à tous. Alors, le groupe Intuis n'est pas un dernier dans la filière industrielle. Le groupe Intuis a été connu jusqu'à maintenant au travers de ses marques de chauffage électrique, Erelec, Applimo, Campa, Noireau, OER sur les solutions de pompe à chaleur, France Énergie pour les solutions de pompe à chaleur dans le grand tertiaire. Pour avoir été le patron du marketing pendant quelques années dans le groupe, il était nécessaire à un moment donné de refondre un peu toute cette organisation, la simplifier. La simplification d'ailleurs est un peu à l'ordre du jour sur différentes thématiques. On l'entend tous les matins, on le lit tous les matins dans la presse. Donc pour devenir aujourd'hui Intuis, avoir une marque unique et portée principalement auprès de la filière professionnelle et en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, dont notamment notre énergéticien national préféré, j'ai rien à vendre, qui d'ailleurs est dans la salle. Donc le groupe Intuis, c'est une entreprise industrielle qui produit, fabrique en France, s'appuie sur 6 sites industriels, 5 centres de R&D, et depuis 15 ans a accéléré ses moyens industriels sur la pompe à chaleur de 2 manières. D'une part sur la pompe à chaleur résidentielle, donc destinée à la rénovation des logements existants, une part de la construction neuve, mais si on va à un moment donné dans le détail des chiffres, on va se rendre compte que la construction neuve en maison individuelle est plutôt un peu, de manière très sérieuse, en déclin. Des solutions destinées majoritairement à la rénovation des logements collectifs, qu'ils soient publics ou privés, donc auprès des bailleurs, mais également auprès des copropriétés, avec des solutions de production d'eau chaude et des productions de chauffage. C'est un marché qui, pour le coup, va relativement bien. Et donc, puis, oui, là aussi, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique. Alors, chauffe-eau thermodynamique pour les productions individuelles, donc chauffe-eau thermodynamique pour la production d'eau chaude, qui permet aujourd'hui de réduire, globalement, compte tenu des niveaux de COP, donc de coefficient de performance énergétique de ces produits, de diviser par 4 la consommation d'énergie dédiée à la production d'eau chaude. On commence à avoir des valeurs plutôt intéressantes. Ça a du sens dans le cadre de la rénovation. Et puis avec des schémas d'association ou de la mise en avant de solutions composites dans les logements équipés en électrique, parce que c'est quand même encore aujourd'hui un tiers des logements français que nous fabriquons, à la fois les chauffe-eau, mais également les appareils de chauffage. Il y a des combinaisons possibles. 12 millions de logements qui sont chauffés, C'est ça, quand on parle, oui, on peut aussi regarder le marché, parce que quand on parle de la massification des logements, savoir de quoi est-ce que l'on parle et d'où est-ce que l'on part. Donc c'est aujourd'hui en France, vous me corrigerez, 37,2 millions de logements, 11,5 millions de logements chauffés à l'électrique, une part significative de logements chauffés au gaz, une part qui est en décroissance de logements chauffés encore au fioul. On en trouve en zone urbaine, même si on trouve aussi, c'est le grand paradoxe, en pied d'immeuble dans Paris, des immeubles complets chauffés avec des solutions fioul. Il en reste encore quelques-uns, plus pour des raisons historiques qu'autre chose d'ailleurs, pour des raisons de complexité de transformation, parce que les bâtiments de France sont un peu contraignants dans certains cas. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions qui permettent d'adresser le marché de la rénovation, sans aller dans le détail des contraintes qui ont été parfaitement bien expliquées par les intervenants précédents, avec un parcours client qui n'est pas toujours très simple.
effectivement. Moi, je suis toujours ravi d'entendre comme témoignage que certaines organisations, que ce soit des communes, des agglomérations, des communautés urbaines, qui se mobilisent et qui mettent en place et créent des outils d'accompagnement à la fois pour les grands promoteurs, pour les copropriétés, pour les bailleurs et pour les particuliers, ça a du sens. Mais le constat que l'on peut faire, ce que disait monsieur juste avant, c'est que aujourd'hui, ça ne suffit pas. Quand on parle de massification, quelles sont les prochaines grandes échéances? On a un enjeu qui s'appelle, en trame de fond, qui s'appelle la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, qui porte, à ma connaissance, 2 grands objectifs, la réduction des consommations et la réduction de la part carbone des bâtiments, pour la part qui nous concerne. Aujourd'hui, il existe des solutions et on se rend compte que la filière de l'installation aujourd'hui a su se réorganiser. Le marché de la pompe à chaleur, l'activité de la pompe à chaleur qui a vocation à remplacer un certain nombre ou majoritairement des solutions gaz dans les logements, enregistre à fin août moins 50% de croissance. C'est dramatique pour un outil industriel comme le nôtre. Le marché globalement du collectif se porte relativement bien parce que nous sommes sur un temps long qui est de 24 à 48 mois en fonction du modèle économique et en fonction des organisations, selon qu'elles soient publiques ou privées. Et dans le même temps, et c'est là où on peut se poser la question, c'est que la filière gaz ou la vente des équipements gaz augmente de 20% sur la même période. Quand on parle de massification de la transition, qu'elle soit énergétique, environnementale ou digitale, il y a aussi un volet sociétal à un moment donné avec la nécessité d'une prise de conscience. On peut se demander où est le hic. Quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui une opposition. Simplement, pour terminer de répondre à votre question, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions performantes qui permettent, en logement collectif, en remplacement de chaudière collective par de la PAC collective, en séparant la production de chauffage et la production d'eau chaude pour une raison simple, c'est que sur une installation d'un foyer de 24, 240 kW, il n'est pas nécessaire en 240 kW en chaud. Il est toujours en général intéressant de séparer la production d'eau chaude, parce qu'il n'est pas nécessaire à la mi-saison et à l'été de faire tourner une installation à pleine puissance pour aller produire 5, 10 ou 15 000 litres d'eau chaude sanitaire. Donc là, il y a des grands principes comme ça qui sont plutôt performants. En termes de réduction des consos pied de facture, je ne raisonnerai pas en kilowattheure. On observe aujourd'hui sur les différents programmes, on a un peu plus de 250 000 logements rénovés avec nos solutions en collectif. On enregistre aujourd'hui des réductions de consommation pied de facture qui vont de 40 à 60% sur le lot chauffage et production d'eau chaude. En maison individuelle, on enregistre à peu près la même valeur, de 35 à 50%, avec un point de désaccord que j'ai avec madame, mais nous aurons l'occasion d'en parler. On ne peut pas être d'accord sur tout non plus, qui est le fait de remplacer dans une maison individuelle une PAC, dans la logique du monolo, une PAC à ISO bâti sans modification des équipes du bâti dans ses isolations, fermeture, ventilation ou isolation. Mais parlons-en, parce que c'est un vrai sujet. Ce que je retiens aussi de ça, c'est il nous semble en tous les cas important en tant qu'industriel, et puis pour être partenaire à la fois d'EDF, mais également intervenant dans d'autres instances, dont Eden, dont nous sommes fondateurs, il est important, nous semble-t-il, de ne pas opposer la rénovation globale et le monolo. Les deux doivent vivre avec leurs contraintes, avec leurs objectifs, tout en respectant aussi un grand point de difficulté qui est l'assiette fiscale des foyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met systématiquement l'accent sur les valeurs les plus élevées. Alors si on revient à un raisonnement relativement pratique, toutes les campagnes de communication, beaucoup de campagnes de communication de certains acteurs que l'on voit communiquent systématiquement sur les taux d'aide les plus élevés. Or, on se rend compte que ça concerne les foyers les plus modestes. Or, pas toujours. L'essentiel du gisement ne se fait pas forcément là. Donc voilà, il y a alors justement, c'est une transition qui est absolument toute trouvée. Mais c'est ce qu'on s'était dit aussi, non, il me semble. C'est une transition qui est toute trouvée pour justement questionner un peu monsieur Montméjean. Vous êtes expert au sein de l'association Équilibre des énergies. Et justement, qu'est-ce que vous inspire ces propos ? Bonjour à tous. D'abord, si tu le veux bien, très ravi d'entendre ces expériences locales qui sont la traduction
d'une envie, d'un dynamisme, capacité d'imagination pour trouver des solutions. Et je dirais que pour ce qui me concerne, qui suis conseiller scientifique dans le domaine du bâtiment à Eden d'Énergie, juste 2 mots pour peut-être dire Eden d'Énergie, une association qui existe depuis 2010, réunit une quarantaine d'acteurs du monde de l'énergie, du monde du bâtiment, avec également l'association de consommateurs, et donc dont la finalité est d'œuvrer à aller davantage vers la décarbonation. Bon, je fais court. Donc, ce qui se passe sur le terrain est intéressant, rassurant, et en même temps, les témoignages de ma droite et de ma gauche sont aussi illustratifs de quelques inquiétudes. La compréhension, moi, que j'ai de la situation, c'est que pas de dogmatisme. Les situations sur le terrain sont très différentes les unes des autres. Donc il faut effectivement que les acteurs puissent avoir les marges de manœuvre au regard d'objectifs clairs. Donc pas de dogmatisme. Et donc ce combat, est-ce qu'il faut faire du global ou est-ce qu'il faut faire du monogeste, me paraît un peu stérile au sens où il y a de la place à tout le monde et surtout un peu de bon sens. Quand on est en classe G à 450 kWh par mètre carré par an, je ne vois pas bien comment on peut faire autrement que de faire une rénovation globale. On est au niveau de l'indécence du logement. Donc je veux dire, il y a un moment, c'est où on fait une rénovation globale, où on démolit le logement. Enfin, on fait quelque chose de ce genre-là. Mais quand on est à 200 kWh énergie primaire, 250 kWh, 330 kWh pour dire qu'on est en catégorie en classe F, 330 kWh énergie primaire en électricité. Ce qui veut dire, vous divisez par 2,3, 150 kWh énergie finale ou même un peu moins. Est-ce qu'il faut faire une rénovation globale? Je pose la question. Parce que derrière tout ça, il y a quand même une loi fondamentale de l'économie qui est simple. Le coût marginal du gain supplémentaire est de plus en plus élevé. Et donc, raisonner dans l'absolu en disant on a tout ce qu'il faut pour financer tout ce qu'on veut, c'est du rêve. On a vu que pour trouver les solutions visant à assurer aux ménages les plus en difficulté de pouvoir engager des opérations, c'est pas simple. Il y a un moment donné où, de toute façon, si vous avez dépensé 1 euro, il vaut mieux le dépenser là où ça va vous rapporter le plus en kilowattheure gagné ou en carbone, en kilo de carbone gagné. Si vous le dépensez pour aller chercher ce qui est le plus difficile et qui est le plus onéreux et qui ne va pas vous rapporter grand-chose, c'est absurde. Enfin, je veux dire, tout le monde comprend ça. Donc, à un moment donné, il faut quand même avoir du bon sens. Et ce bon sens, il conduit à faire ce qu'il faut au mieux, mais sans forcément, et comme on dit dans le langage populaire, aller chercher le meilleur. Souvent, ou quelquefois, le meilleur, c'est pire que le bien, quoi. Donc, la deuxième chose que je voulais souligner, c'est que tout ce qui vient être dit renvoie, et là, c'est une chose sur laquelle nous intervenons souvent, enfin, c'est notre job au niveau de l'équilibre des énergies, c'est... De ce point de vue-là, j'ai bien aimé l'introduction de Marc, je crois, Bouvier, c'est comme ça qu'il s'appelle, Pierre. Bon, Marc, c'en est un autre. Comment massifier plus, mieux, plus vite, moins cher? Je crois que derrière ça, c'est quand même au fond la question. Mais la massification plus, c'est d'abord au regard d'un enjeu. Autrement dit, quel est l'enjeu? Est-ce que l'enjeu, il est compris et est-ce qu'il est pertinent? Rappelle quand même que l'enjeu, c'est d'arriver à ce que sur le parc national, en moyenne, à échéance 2050, on arrive au niveau BBC rénovation. 110 kWh énergie primaire par mètre carré par an et 11 kg de carbone. Je vois monsieur qui commence par dire, on est d'accord, c'est bien d'avoir un rêve, mais quand concrètement on traduit ça dans les chiffres, on se rend compte que c'est des dizaines et des dizaines de milliards, des centaines de milliards. Et que
En bon père de famille, on dit non, désolé, mais c'est pas possible. Bon. Donc, au-delà de ça, ça veut dire qu'il faut quand même que quelque part, on se pose la question de ce qui est bien de faire, mais sans forcément aller trop loin dans l'excès, quoi. Alors, et à mon sens, aujourd'hui, la stratégie a évolué des pouvoirs publics. Elle a évolué, elle va plutôt dans le bon sens. Il y a 20 ans qu'on a fait la RT 2012. Alors, 2024 moins 20, ça ne fait pas 2012, mais ça a démarré dès 2000, 2005. On était uniquement dans l'idée qu'il suffisait de réduire les consommations pour réduire le CO2. Bon, ça a quand même duré longtemps, puisque la RT 2012, elle est totalement alignée là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, la prégnance de la problématique environnementale étant ce qu'elle est devenue, et on en voit encore des témoignages aujourd'hui, il commence à devenir très important de se soucier peut-être d'abord des problématiques de carbone et de ses conséquences, avant de commencer à se poser des questions sur les consommations. Sachant que de toute façon, vouloir réduire les émissions de carbone passe par la réduction des consommations d'énergie. De toute façon, on n'y échappe pas. Mais vous voyez bien que si vous attaquez le problème par la réduction du carbone, c'est un angle qui est différent de celui de la réduction des émissions. Et derrière, ça se traduit par la mise en œuvre d'une partition qui est différente. Alors justement, c'est un peu le sens de l'histoire, parce qu'on voit que dans les directives européennes, le PBD, etc., sur les bâtiments neufs, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Comment ça se passe pour les existants ? J'y viens. C'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, la RE 2020 a apporté une correction. Le nouveau DPE, le New DPE, j'aime bien l'appeler comme ça, en 2021, a aussi apporté une correction. Tenté d'apporter une correction. La RE 2020, de ce point de vue-là, elle a été plutôt bien faite, puisque dès sa mise en œuvre en 2022, on a commencé à rentrer dans un processus qui intégrait la réduction de carbone. Et en 2025, les objectifs en émissions de carbone sont tels que, grosso modo, les énergies fossiles sont interdites du neuf en 2025, à partir de 2025. Bon. Dans la rénovation, c'est un peu différent, parce que la mise à jour du DPE avec l'officialisation et l'intégration de l'échelle des classes EGES, carbone, c'est un peu fictif, parce que très sincèrement, elles ont été calées sur les seuils de l'énergie primaire, donc ça ne change pas grand-chose. L'impact du CO2... Alors ça, c'est peut-être un peu compliqué pour la salle, peut-être qu'on peut... Simplement pour dire que l'impact du CO2, finalement, a très peu de conséquences sur les passoires thermiques. Bon. Et pour terminer sur les passoires thermiques, parce que je pense que c'est à partir des passoires thermiques qu'on peut travailler sur les programmes de rénovation et les travaux, on peut quand même se poser des questions sur finalement la pertinence de processus d'ensemble. Une politique, des outils, un DPE. Au bout du compte, qu'est-ce que nous donne le DPE ? Que nous donne le DPE à propos des passoires thermiques ? On est sûr, ce sont des logements qui ont de fortes consommations d'énergie primaire. Est-ce qu'il y a de fortes émissions de CO2 ? 42% des passoires thermiques ont de fortes émissions de CO2. Est-ce que les bâtiments des passoires thermiques sont de mauvaise qualité ? 33% des passoires thermiques ont ce qu'on appelle des UBAT supérieurs à 1,7. Très simplement, quand vous avez un UBAT supérieur à 1,7, vous avez un logement de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'il y a 60% de logements de mauvaise qualité qui échappent à la passoire thermique. Est-ce que vous réduisez les consommations finales ? Idem, je passe au silence, une bonne majorité des logements échappent en termes de consommation finale au maximum, échappent à la passoire thermique. Autrement dit, on a une problématique, c'est qu'on a aujourd'hui un outil qui nous permet de cribler les passoires thermiques sur lesquels, normalement, on devrait initier des travaux, mais qui, globalement, dans la globalité, ne se justifient pas nécessairement. C'est pour ça que cette approche locale est intéressante. Ça permet, au niveau local, d'avoir une appréciation plus juste, plus pertinente et plus efficiente. Donc c'est un peu tout ce réalignement-là qui me paraîtrait nécessaire de faire pour pouvoir avoir une massification plus importante, plus juste, moins chère et plus pertinente.
Merci, Claude. C'est très très important cette série d'appréciations pour justement voir un peu où sont les enjeux. Donc ça m'amène à me tourner vers notre grand témoin, Madame Oxan. Que vous ont... Enfin, il y a eu quand même beaucoup d'appréciations diverses. Alors moi, j'aimerais vous entendre un peu sur, comme je le disais un peu en incise, en introduction, vous avez travaillé dans le cadre d'Habiter 2030 sur la transformation... Pardonnez-moi si je dis des bêtises, hein, n'hésitez pas à me reprendre, mais la transformation de la maison 1930 en maison 2030, c'est bien ça? Donc vous avez une vision un peu à la fois patrimoniale et bâtimentaire de la rénovation. Vous avez aussi une vision sur la massification de manière générale. Donc que vous inspire tout ce qui a été dit dans cette table ronde? Alors, effectivement, je vais peut-être te dire dans quel cadre on s'est attaqué à cette maison 1930, puisque c'est dans le cadre d'une compétition universitaire internationale qui porte le nom du Solar Decathlon Europe. Décathlon, c'est 10 critères, c'est pas le magasin de sport. Et donc, il y a une équipe universitaire des Hauts-de-France qui s'est montée avec 12 établissements supérieurs universitaires, dont l'école d'architecture, dont des écoles d'ingénieurs, dont les compagnons du devoir. Et cette équipe a donc proposé une transformation de cette maison 1930 avec un certain nombre d'items qui ont fait que l'équipe a gagné cette compétition en 2019. Et je vais peut-être vous donner rapidement les items et de voir justement comment, par vos interventions, ils ont été nourris, puisque quelque part sont des critères qui ont été lauréats du jury. Donc on a parlé d'améliorer le confort, améliorer le bien-être. On a parlé de transformer la maison, c'est-à-dire qu'il y ait des choses visibles. On a parlé de rendre accessible, aussi bien financièrement parlant que pour des personnes handicapées ou que des personnes âgées ou que pour une transformation de la famille. On a parlé d'économiser, de produire, de mutualiser l'énergie. On a parlé d'une priorité à l'eau chaude solaire dans les calculs, puisqu'il y avait quand même des élèves ingénieurs, et ils ont fait un certain nombre de calculs. On a parlé d'agir à l'échelle de son quartier, et on a fini en disant qu'il faut surtout travailler ensemble, c'est-à-dire décloisonner. Et donc, quelque part, ce sont ces items qui continuent, que l'on continue de faire vivre dans l'association au travers de nouveaux formats qu'on appelle les méta-plateaux-projets. Voilà, donc on en est au 4e, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on continue de nourrir la réflexion autour de ces formats-là. Et en parallèle, d'ailleurs, on a aussi répondu à certains programmes de CSTB sur Réno Standard, la rénovation. Le CSTB qui est le Conseil scientifique et technique du bâtiment. C'est comité ou conseil? Comité. Par rapport à la proposition d'origine, adaptée à une vraie maison, de voir si ça tenait la route ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a utilisé ce mot de standard sur mesure. Par rapport à cette notion de massification. Alors je rejoins pour le coup plusieurs de propos qui ont été tenus. D'ailleurs, je remarque que déjà il y a du bruit pour les gens, c'est-à-dire qu'il y a des mots différents pour des mêmes choses. Par geste, par le monolo, ou bien le global, le d'ampleur, le multilo. Bon, déjà pour les gens, c'est déjà un peu plus compliqué. Nous, on a inventé le standard sur mesure, vous voyez que... Voilà.
Chacun essaye de trouver. En tout cas, voir aussi le modèle économique pour de la rénovation groupée aussi, qui est aussi une des pistes qu'on a envisagées. Alors, notre point de vue, ça rejoint en partie ce que vous avez dit, c'est ne pas mettre dos à dos le global et les gestes. Par contre, ce que nous disons, c'est qu'il faut au départ une vision. La vision doit être globale, pas forcément la rénovation. Et je crois que je n'ai pas entendu ça. On est tout de suite rentré dans les travaux, dans les bouquets de travaux. Or, si la vision n'est pas claire, la suite des gestes ne sera pas claire. Et ça, je dirais qu'il faut, pour correspondre à cette vision, je suis architecte de formation, forcément, je pense à ma profession, même si elle n'est pas la seule. Mais en tout cas, les architectes ont cette capacité-là de proposer une vision pour les gens, proposer, inspirer, j'ai envie de dire. Et puis voilà, après, on peut décliner en lot, mais on peut aussi décliner en auto-rénovation accompagnée. Ça n'a pas été cité. On peut décliner en réemploi. C'est quelque chose qui peut faire aussi baisser la facture. Les filières ne sont pas encore complètement en place, mais je pense que ça va devenir quelque chose d'important. On peut décliner aussi, je l'ai abordé rapidement, cette notion de mutualisation. Et moi je dis, parfois, il faut mutualiser ce qui peut l'être et industrialiser ce qui peut l'être. Et donc, du coup, il n'y a pas de dogmatisme. On regarde ce qui peut l'être. Et du coup, on voit les choses au coup par coup. Alors, j'ai entendu plusieurs fois accompagner. Bon. Et là, moi, je me pose quand même la question des profils, des nouveaux profils d'accompagnateurs. Qui sont-ils ? Y a-t-il une formation d'accompagnateur ou bien j'imagine qu'il y en a, mais on accompagne sur les financements, on accompagne sur la technique. Est-ce qu'on accompagne vraiment sur la vision globale ? Madame Morcrette, vous voulez répondre ? Alors, je voudrais vous rassurer déjà parce qu'il y a beaucoup de projets où, heureusement, on met des architectes et des maîtres d'œuvre quand même, parce qu'on sait qu'il y a des projets qui ont besoin de ça. Il y a il y a des filières de formation pour les accompagnateurs. Elles ne sont pas encore assez nombreuses. Alors, il y a des profils qui sont aussi qui vont plutôt avoir de la formation sur le tas. On a des anciens auditeurs, des anciens espaces conseil France Rénov qui vont monter en gagne sur l'accompagnement de travaux. On a des anciens artisans qui deviennent accompagnateurs. Il y a des formations, donc la Solive, Careb, qui sont donc des formations qui sont des formations longues ou moins longues en fonction des profils qui vont accompagner. Formation continue le plus souvent ? Formation continue ou pas, en fait. Si les deux existent. Beaucoup de formations de réinsertion, donc des personnes déjà qui ont eu un passé dans certains métiers de l'artisanat ou pas, mais qui vont se réinsérer sur ces métiers-là. On en a besoin. Je pense qu'il devrait y avoir une réflexion en profondeur et à plusieurs de l'ensemble de la filière sur ces métiers-là. Est-ce que ce sont vraiment des nouveaux métiers ou est-ce que c'est des métiers existants qui évoluent et selon la demande ? Alors je vais peut-être aller juste au bout parce que j'ai encore une dernière chose. Par rapport au patrimoine, ça a été évoqué très rapidement sur l'ITE, isolation thermique par l'extérieur. On a du beau patrimoine. Donc effectivement, on a d'époques différentes. On a les maisons 1930, en fait c'est toute la période industrielle. On a parlé ici de Dunkerque avec la reconstruction, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. On a des logements qui datent des années 70-80, etc. Et les possibilités ne sont pas les mêmes.
Donc là aussi, c'est un peu du standard sur mesure, j'ai envie de dire, à nouveau. Et en tout cas, il est tout à fait possible de respecter le patrimoine. Dans les maisons 1930, la proposition qui avait été faite, c'est de conserver la façade rue. C'est là, en général, où il y a le plus de décoration, les briques décor, etc. Et c'est à l'arrière que se passaient les choses vraiment très visibles, en enlevant tous les ajouts en marteau, etc., et en proposant une serre bioclimatique dans le cas de l'équipe. Mais voilà, donc à nouveau, il faut un diagnostic patrimonial en même temps qu'un diagnostic thermique ou de construction. La valeur du bien, parce que si on fait des travaux, c'est aussi pour qu'on gagne en valeur de bien. Et donc, on ne doit pas diminuer cette valeur du bien si possible. Voilà. Donc, Alors moi je voudrais, avant de passer la parole aux autres participants, je voudrais rebondir une dernière fois quand même sur un élément, Madame Oxan. C'est tout à l'heure on a à peine évoqué le fait qu'il y aurait éventuellement un problème d'emploi dans la filière. On va avoir besoin de beaucoup de bras pour procéder à ces rénovations. Et donc vous avez un peu la vue académique, puisque vous côtoyez les élèves ingénieurs, vous côtoyez les architectes, etc. Quelle est l'appétence aujourd'hui? Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a un renouveau? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir mettre en œuvre? Parce que aujourd'hui, on est un peu à, pardon d'employer l'expression, mais à marée basse par rapport à cet emploi futur dont on aura besoin pour la rénovation. Dans le cadre du format que j'ai cité, le Métaplateau Projet, donc ce sont des élèves ingénieurs de différentes écoles et de l'école d'architecture. On en est à la 4e édition et il y a une demande de plus en plus grande des étudiants qui sont en master, donc dans les dernières années, pour participer à ce Métaplateau Projet. Alors pourquoi ça les intéresse? D'abord, c'est du concret, c'est un site réel proposé par certains de nos membres. Là, cette année, on est sur Lambersart, la ville de Lambersart, qui propose un secteur. Et donc, il y a une réflexion urbaine, tout autant qu'une réflexion sur des bâtiments. Enfin, voilà, il y a différentes échelles. Quand je parlais de vision globale, c'est vrai pour un bâtiment, pour une maison, mais c'est vrai aussi pour une mairie, pour sa vision d'avenir. Moi, je pense que les jeunes, ils sont très demandeurs. Enfin, là, il n'y a pas trop de soucis. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait renouvellement au niveau des enseignants, quelque part. C'est un peu ça aussi. Enfin, il faut remonter. Mais la demande des jeunes, franchement... est présente. Ah bah oui. C'est une bonne... Moi, j'entendais encore il n'y a pas très longtemps une jeune architecte qui vient de sortir et qui a dit « Moi, je ne veux plus faire de neuf, je ne veux faire que de la réhabilitation. » On ne peut plus démolir. Ça tombe bien, on a besoin de bras. On arrive à la fin de cette... Je vous donne un exemple. On arrive à la fin de cette table ronde, donc je voudrais, avant de vous laisser la parole une dernière fois à toutes et tous, avec un petit angle qui est que donc on est ici à Dunkerque parce que justement Dunkerque est remarquable sur ces programmes-là. Comment on fait, si vous aviez une idée sur la base de ce qui a été dit dans toutes ces conversations, comment on fait pour massifier, pour dupliquer, pour faire en sorte de pouvoir promouvoir un certain nombre de choses dans d'autres communautés, dans d'autres villes, etc., etc. On va peut-être partir du fond. Alors, moi, je dirais que une des clés, c'est vraiment de faire groupe, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, tous les deux. C'est pas en étant chaque artisan qui va rester dans son coin, il va pas avoir la vision globale. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on avait commencé à mettre en place en développant des cercles à faire, qu'on appelle cercle confort habitat, qui vont permettre de réunir plusieurs métiers qui ne sont pas en concurrence. Et souvent, on a des architectes, d'ailleurs, dans ces clubs, et souvent, c'est l'architecte qui va apporter le marché et distribuer les lots auprès des autres, ce qui va permettre d'avoir une vision, on va dire, globale de la rénovation
et pour l'architecte de s'appuyer sur des artisans de qualité. Oui, l'occasion de rebondir sur ce que vous avez dit et que j'ai un peu oublié dans mon intervention. On ne rénovera pas 30 millions de logements sans l'accord des 30 millions de propriétaires. On est d'accord. Donc la question, quand il s'agit de comment densifier ou augmenter la massification, c'est pas un simple mot, hein. En 5 ans, on a fait 2 300 000 logements en termes de rénovation. Bon, on est loin des 900 000 tels qu'on souhaiterait les faire d'ici 2030. Donc vous voyez que le gap, il est quand même assez énorme. Le problème, c'est comment on arrive à mobiliser les propriétaires. Sachant qu'avec le DPE et puis les passoires thermiques et les interdictions, je mobilise le propriétaire à travers l'interdiction. Ça ne touche qu'un minimum de gens. L'important, c'est comment on mobilise l'ensemble. Or, quand vous interrogez les propriétaires, ils vous disent quoi? Moi, je veux bien faire de la rénovation thermique. D'ailleurs, j'en fais pour autre chose que du thermique, puisque les Français, de tout temps, ont fait de la rénovation pour améliorer le confort en particulier. Agrandir le logement, enfin bon, plein de... Donc, travailler sur son patrimoine, les Français savent le faire. La question, c'est comment tu fais en plus de la rénovation thermique et environnementale. Et les Français vous disent, c'est le résultat des enquêtes, ça me rapporte quoi? Autrement dit, j'économise quoi sur la facture? Et ce que j'économise me permet, en combien de temps mon investissement est rentabilisé? Voilà. Et ça, c'est le curseur qui permet à la puissance publique de savoir jusqu'où, cas par cas, elle peut avoir des aides financières ou pas. Autrement dit, quel est le prix à payer de la puissance financière, enfin de la puissance publique, pour justement tenir les objectifs qu'elle entend respecter. C'est ça. Donc, c'est comment mobiliser ces acteurs. Il faut que ce soit rentable, il faut que je fasse des économies. La valeur de l'exemple me paraît être essentielle. On ne peut pas avoir, par exemple, les pouvoirs publics dire c'est vachement important de réduire les consommations, de réduire le CO2, si l'ensemble des bâtiments publics restent dans l'état où ils sont. Donc il y a vrai, et c'est engagé, enfin, mais il faut sans doute que le processus soit amplifié. C'est la valeur de l'exemple. Et communiquer sur les exemples. La deuxième chose que je dis, c'est ne cherchons pas à être absolutistes. Adoptons les solutions. Et c'est là peut-être que l'architecte, l'ensemblier peut apporter des solutions pragmatiques sans aller forcément jusqu'au bout d'une rénovation totale et sans nécessairement se limiter, comme Madame le disait en étant un peu inquiète, à faire simplement je remplace une PAC, je remplace une chaudière par une PAC et point barre. Il y a peut-être des petites choses à faire en plus. Tout dépend de la situation. Il y a des cas où ça peut se faire et des cas où ça ne peut pas se faire. Entre parenthèses, quand même, sachez qu'une PAC, vous réduisez par 3 les consommations et vous divisez par 8 les émissions de CO2. Alors, ça ne marche pas toujours bien, ça tatisse, etc. Mais globalement, quand même, il faut avoir ça. Et on ne peut pas en mettre partout non plus. Pardon? Et on ne peut pas en mettre partout non plus. Oui, on peut, et en plus, on peut pas en mettre partout. Non, mais il y a des moments, parce que si vous ne pouvez pas diviser les consommations par 3 et si vous ne pouvez pas diviser par 8 les émissions de carbone, il faut changer d'objectif. Oui, non, mais c'est juste effectivement, ça, on a pu entendre il faut investir dans la PAC, c'est le moment, et puis vous regardez, puis finalement, c'est pas fait pour, quoi. Et donc, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Enfin, bon. Décevoir, c'est compliqué. Hein. Merci, parce que je trouve que ce tour de table est plutôt riche et nous disons tous la même chose avec un objectif commun. On ne l'aborde pas forcément de la même manière. Ce que je trouve plutôt rassurant, je vais faire court. Très honnêtement, je vais faire court. Ce que je trouve plutôt rassurant, c'est que toutes les filières existent. La filière énergétique est constituée, on connaît les acteurs de l'énergie, on connaît EDF, on connaît ses intentions et aussi ses ambitions. La filière industrielle est en place. Les efforts de R&D ont été portés. Je parlais tout à l'heure de solutions disponibles en matière de pompe à chaleur, chauffage, production d'eau chaude. Il y a également la question de la flexibilité qu'il faut aussi intégrer. C'est là où l'équation devient encore plus compliquée. L'évolutivité, l'évolution aussi. Oui. L'évolution, alors, il y a d'une part la question de la flexibilité qui est intégrée, qui est accessible aujourd'hui. Il y a des offres autour de la flexibilité, des offres d'énergie. Il y a aussi les solutions derrière qui sont en capacité d'intégrer tous ces ordres-là qui permettent aussi à Isoconfort de performer au plan énergétique. La filière de l'installation, la filière de l'accompagnement existe. Alors, on accompagnateur rénov, on en parle pas, on est fan ou on l'est moins. Quoi qu'il en soit, il y a au moins un début de quelque chose qui existe. Tout système est toujours perfectible.
Et puis enfin, il y a un dispositif à côté qui est un dispositif d'aide qui sera jamais suffisant, mais qui permet aujourd'hui d'adresser, alors on en saura sans doute un peu plus d'ici la fin de la journée, il y a un machin qui s'appelle le PLF qui doit être annoncé d'ici la fin de la journée. On est impatient de savoir si le volet rénovation fera ou pas l'objet d'un coup de rabot. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. Une fois qu'on a dit que l'ensemble de ces filières étaient constituées, je conclurai simplement sur 3 points. La question de la nécessité de la simplification. La simplification dans les échanges, vous avez soulevé un point important, nous disons la même chose avec des termes différents. Monolo, monogèse, je reconnais que pour Madame Pompon, c'est la voisine de Madame Machin, c'est pas forcément clair. Déjà que la démarche de rénovation n'est pas si évident que ça. On ne va pas acheter une robe ou une nouvelle cravate. C'est un investissement qui est réfléchi. Et quand on entend différents discours qui ont la même censée, qui sont censés avoir la même portée, avec le même objectif, mais avec un vocabulaire différent, ça peut déstabiliser, ça peut aussi retarder la décision d'achat. Donc, un dispositif de simplification dans nos vocabulaires, de simplification dans les dispositifs d'aide mis à disposition, parce que c'est quand même un peu complexe. On a eu l'occasion de faire l'exercice, d'ailleurs avec Claude, il n'y a pas très longtemps au sein d'Eden. Le parcours est quand même un peu semé d'embûches et c'est pas très simple. Qui fait quoi, le reste à charge? Moi, je suis preneur d'un temps d'échange avec vous, madame, tout à l'heure, parce que je trouve le modèle assez intéressant. La cohérence des politiques, mais la cohérence de nos politiques, enfin de nos politiques au plan gouvernemental, et de cesser surtout de modifier les règles du jeu en cours de partie. On a besoin d'avoir... la décision d'achat dans le cadre de la rénovation se fait sur un temps long. L'ensemble des activités, la formation de la filière, on parlait de la filière tout à l'heure, et de la disponibilité de la main-d'œuvre ou de la capacité et des compétences de la filière professionnelle de l'installation, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de route en permanence. Et puis pour les industriels que nous sommes sur la durée moyenne pour un industriel lors d'un investissement, c'est 7 ans. On ne peut pas changer les règles au bout de 2 ans. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui sur le marché de la pompe à chaleur. Je donne juste un exemple, je ne pleure pas. 150 millions d'investissements d'outils industriels sur un site de production en région de France. Retour sur investissement à 7 ans. Au bout de 18 mois, les règles changent. À un moment donné, j'ai des actionnaires qui me disent « Comment justifies-tu de tels investissements ?» Il faut aussi avoir conscience de ça. Donc, c'était la question de la temporalité. Et puis enfin, c'est le bon sens qui a été repris, je pense, par chacun d'entre nous. La question du bon sens. Il n'y a pas de réponse universelle. Je pense que le livre du grand tout aujourd'hui n'existe pas. Que le bon sens, nous l'avons, chacun à notre mesure. Que, à titre personnel, je ne crois pas à la démarche, au modèle économique national unique. Ça ne fonctionne pas. Je crois à l'intégration, à la prise en compte régionale. Il y a chaque région a ses spécificités. J'imagine qu'on ne traite pas le bâtiment, les logements, restons déjà sur les logements à Dunkerque comme on les traite à Strasbourg ou à Bordeaux, que les démarches ne sont pas les mêmes, que les contraintes énergétiques sont différentes, que les populations sont différentes, que l'origine de construction qu'évoquait madame tout à l'heure sont aussi différents. Voilà, prenons tous ces éléments-là, asseyons-nous ensemble au sein des régions. Nous avons, en ce qui nous concerne en tant qu'entreprise, un attachement fort pour tout ce qui a trait aux ancrages territoriaux. Et la valeur se fait par les régions. Mettons ensemble nos bons sens communs autour d'une même table, sans oublier d'intégrer, qu'on le fait assez mal ou assez peu, de manière assez rare, d'intégrer la profession des architectes à nos tours de table. Merci. Monsieur Demont. Et le monde académique, c'est intéressant aussi. Alors moi, je crois que pour bien arriver, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est donner confiance aux particuliers. Parce que quand j'attends tous les jours, je reçois même des coups de téléphone sur notre portable, je vous propose ceci, je vous propose cela à 1 €. Tous les jours, les gens, après, ne savent plus si c'est vrai, si c'est faux. Quand on voit après le résultat, on va revenir un peu sur les pompes à chaleur, malheureusement, qui sont posées en sous-traitance. J'ai encore vu des gens poser la pompe à chaleur avec un petit catalogue, comme un catalogue Ikea. Je prends, je sors du carton. C'est certain que derrière, nous, on a donné, malheureusement, du moins heureusement pour ces gens-là, une prime pour les factures d'énergie cette année. Les gens venaient nous voir et ils avaient 350 € d'électricité par mois parce qu'on leur avait posé une pompe à chaleur à 1 €. C'est certain que nous, derrière, quand ils reviennent nous voir, allez les convaincre de refaire quelque chose. Ils n'ont plus confiance.
Donc, il est là le gros problème. Tant qu'on ne va pas savoir calmer tout ça, arrêter tout ça, après, on va dire, si oui, c'est notre travail, nous, les conseillers France Rénov', de justement leur donner confiance en tout ça. Ça, c'est la première chose qu'il faudra faire, à mon avis, si on veut continuer à massifier un petit peu tout ça. Sur d'autres petites remarques suite à tout ça, oui, les DPE. J'ai entendu qu'on parlait de DPE. Oui, c'est vrai. Mais bon, la personne qui vient taper sur le mur et qui dit c'est isolé ou c'est pas isolé, moi je sais pas, on démonte une prise électrique, on regarde s'il y a de l'isolation derrière. Donc après, je vois des fois des DPE, c'est marqué isolé, on va dire épaisseur inconnue. Donc comment on peut donner une note si on connaît même pas la phrase qu'il fallait répéter, c'est pas possible. Hein. Bon, et sur les mots, là je dirais avec Alice, ampleur, global, quoi que ce soit. On se croirait à l'éducation nationale. Chaque ministre donne sa petite phrase. Nous, depuis qu'on est là, depuis des années, à chaque ministre, il donne sa petite formule. Une fois, c'est du global, une fois, c'est de l'ampleur, une fois, c'est du monogeste. Donc, c'est vrai que là aussi, on met quelque chose en ligne pour plusieurs années et on va tous mieux se porter. C'est très juste. Moi, je pense que, donc, pour revenir sur les questions d'emploi, je pense que le sujet principal, c'est la demande aujourd'hui. Enfin, franchement, c'est vraiment la demande. Il faut être il faut faire très attention. Ça fait plus d'1 an que la filière est un peu sinistrée et il faut vraiment faire en sorte que ça ne dure pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu très, très important autour de ça. Oui. Et la demande fait que les entreprises repartent en fait. Et donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, voilà. Après, il me semble que les 2 enjeux importants que l'on a, c'est les émissions CO2 et la facture énergétique des Français. Et effectivement, c'est un peu deux paramètres clés et le confort. Hein. Et il se trouve que tout ce qu'on fait est plutôt basé, donc là je reprends ce que disait M. Montméjean, sur de l'énergie primaire. Voilà. Je n'irai pas plus loin, mais il y a un petit problème, c'est que les enjeux primaires, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, le confort et la facture des gens. Et on a aujourd'hui un indicateur qui est tout à fait perfectible, qui ne correspond pas tout à fait à ça, qu'est l'énergie primaire. Voilà, mais je ne détaille pas. Mais si vous prenez le secteur de l'automobile, par exemple, le secteur de l'automobile, on ne parle pas de litres au 100, on parle de grammes de CO2 par kilomètre. Voilà. Le secteur de l'automobile, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, et il est directement orienté vers l'enjeu sociétal qui est le nôtre. 3-4 degrés de plus en 2050-2100, ce n'est pas 3-4 degrés de plus. C'est des périodes à une semaine, 15 jours à 50 degrés. C'est ça, la réalité de demain. Voilà, je dis ça parce qu'à Batimat, j'ai commencé le lundi matin par aller dans un camion à 50 degrés, Climate Sense, qui est une expérience pour essayer d'expliquer aux gens ce que ça va être. Enfin, je terminerai sur cette histoire de monolo qu'on a un peu effleuré, chauffage. Alors oui, le monolo. Alors d'abord, la refonte des aides a supprimé les aides au monolo sur l'isolation, sur l'ITE. Ce qui était peut-être pas une très bonne idée, parce que c'est quand même mieux de faire une ITE que de rien faire du tout. Bon, mais il n'y en avait plus. Par contre, il y avait toujours les aides sur la pompe à chaleur, puisqu'elles avaient un délai de grâce jusqu'à fin juin. Mais les gens ont compris qu'il n'y en avait plus. Donc en fait, il y a aussi une difficulté sur ces refontes, c'est que les gens ne comprennent rien. Ensuite, pour parler très concrètement, les demandes de devis qu'on a, nous, les étiquettes FEG, ça représente à peu près 33% de nos demandes. De nos demandes. 33%. C'est plus que la vraie part des FEG sur le parc de bâtiments, puisque évidemment, les gens qui font des travaux, c'est des gens qui sont plutôt avec des étiquettes. Voilà. Et nous, on est responsable. On vend, comme je l'ai montré, on accompagne les clients après les travaux. On n'a absolument pas envie de faire des contre-références qui existent, malheureusement. Et donc, on vend et on installe des pompes à chaleur de manière responsable. L'exclusion
Et effectivement, on refuse de vendre des pompes à chaleur quand on est sur des passoires qui sont absolument, ce qui nous vaut parfois même des mauvais avis de ce client sur Internet, mais ceux-là, on les assume. Mais l'exclusion avec nos moteurs de calcul, 3C, etc., c'est pas 33%, c'est 8%. Ça veut dire que la refonte telle qu'elle a été designée, en disant allez hop, on va faire simple, hein, les passoires CFG, mais en réalité, c'est pas ajusté à la réalité pragmatique du terrain. Donc il y a un écart entre 33 et 8 qui veut dire qu'on peut, dans certains cas, installer une pompe à chaleur sans, et c'était votre vision de tout à l'heure, sans mettre en péril des étapes de rénovation par étape, donc d'isolation ultérieure, qui fait que la pompe à chaleur, de par son dimensionnement, sa technologie inverteur et des ballons de découplage, permettront à la PAC de continuer à fonctionner et même d'améliorer ses performances. Donc, à un moment donné, il faut être aussi concret et pragmatique, pas rester dans voilà, CFG, c'est des passoires, on ne regarde même pas. Alors, et c'est comme ça qu'on déstructure en fait le marché. Voilà, donc moi, je terminerai là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, la simplification de MaPrimeRénov' a relancé, a fait beaucoup de bien. On a besoin de stabilité, de vision à moyen terme des régimes d'aide. Et je souhaite que voilà, ça continue comme c'est aujourd'hui. Je pense que si on nous remet la refonte telle qu'elle a été designée au 1er janvier 2024, dans les mêmes conditions, on va dans le mur. Voilà. Merci Eric. Madame Morquette. C'est pas facile. D'abord, je voudrais rebondir. Alors, on n'a parlé que de la rénovation d'ampleur dans les nouvelles aides. On peut quand même la faire en plusieurs étapes. On a le droit. Donc, ça permet quand même de faire des choses. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait qu'on arrête de se mettre dos à dos la rénovation d'ampleur, le geste par geste, le chauffagiste, l'isolation, et qu'on continue à parler de filières très silotées, en fait. Et je crois qu'on y arrivera quand on travaillera tous main dans la main avec un objectif cible qu'on partage tous, et quand le chauffagiste saura effectivement, quand tous les chauffagistes sauront effectivement dire bah non. Là, il faut d'abord aller voir mon copain qui va isoler votre grenier ou je ne sais quoi. Et quand celui qui fait l'isolation, il ira dire aussi, bah non, là, je ne peux pas faire une isolation thermique par l'extérieur parce que vos menuiseries, elles sont à changer et qu'il faut faire les deux en même temps. Ou bien que votre système de chauffage n'est pas bon. Et donc, ce n'est pas seulement la filière de formation des accompagnateurs qu'il faut revoir. C'est la filière, enfin, c'est la formation de l'ensemble des acteurs aujourd'hui. Et en tout cas, d'une bonne partie d'entre eux. Donc, il y a encore pas mal de boulot, mais ça peut se changer rapidement. En fait, il y a beaucoup de jeunes, effectivement. Alors, aujourd'hui, malheureusement, vous avez parlé des jeunes en master. C'est super d'avoir beaucoup de têtes. Mais... Je parlais des jeunes oui, bien sûr que vous voyez. Qu'on avait dans nos... Effectivement, ce sont des métiers qu'on essaye de rendre de plus en plus techniques aussi parce que, d'abord, il y en a besoin. Et puis parce que c'est ça qui fait vibrer les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, ils n'ont pas envie d'aller faire poser de l'isolation et de mettre du placo. Donc il faut qu'on arrive à embarquer tous ces jeunes ingénieurs vers les métiers du bâtiment parce qu'ils s'en vont quand même tous un petit peu vers d'autres métiers de l'ingénierie. Et puis il faut qu'on arrive aussi à montrer aux autres jeunes qu'il ne faut pas que des ingénieurs, il faut aussi les autres métiers et que les techniciens sont aussi importants, que c'est valorisant et que ça va aider la planète et que voilà, eux aussi seront une maille pour remplir cet objectif. Bon, une conclusion pleine d'optimisme. Et alors, je vais peut-être rajouter une chose. Alors très très vite, parce que alors, je vous raconte... Alors je suis très rapide, moi. Il faut visiter des choses, il faut rentrer dans des maisons, il faut rentrer dans des volumes, il faut rentrer dans le confort de quelque chose qui a été rénové. Il faut ça absolument et on n'en a pas assez. Mille merci pour votre participation à tous. Je pense que c'était un débat qui était vraiment très 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 intéressant. Merci encore.